Je me présente, je m'appelle Clément Ringard, je suis avocat en droit social et droit des sociétés. J'ai deux cabinets dans lesquels je suis associé, un cabinet à Versailles et un cabinet à Paris. Paris, vous êtes sans doute beaucoup plus parisien, majoritairement en tout cas. Paris, c'est rue Lincoln, juste à côté des Champs-Élysées, et Versailles, c'est sur la place du château de Versailles, rue Colbert, juste dans le centre de Versailles. Eh bien, nous sommes voisins. Je suis ici pour assurer une conférence sur le contrat de travail des gardiens d'immeubles. Je vais essayer d'aborder un petit peu au passage les employés d'immeubles puisqu'on me l'a demandé. J'attire votre attention sur un point important. Aujourd'hui, c'est une conférence assez générale. On va essayer de balayer un peu les points auxquels il faut être attentif. Mais sachez que je suis présent à la Chambre sur rendez-vous tous les mardis et que donc si vous avez un cas spécifique, particulier, que vous avez besoin de voir avec moi, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi un mardi pour qu'on voit plus spécifiquement votre cas personnel. C'est une conférence, le principe des conférences, c'est qu'on échange. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions de manière civilisée, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on essaye de respecter les paroles des uns et des autres pour que tout le monde puisse parler lorsqu'il y a des questions. Voilà. Je vous ai remis sur vos chaises, pour ceux qui en ont eu, un plan assez basique, hein, mais c'est pour que vous ayez un peu une idée de où on se situe et de ce qu'on va aborder. Vous en avez d'autres, pardon? Je n'en ai plus, j'en avais pris 25 et il va être une trentaine, alors il y en a peut-être encore qui traînent derrière. L'outil important de toute façon lorsque vous vous posez des questions sur ce sujet des employés, gardiens, concierges d'immeubles, c'est ça, c'est la convention collective. Vous avez la chance d'avoir un outil avec cette convention collective qui est très complet, qui balaye à peu près tous les sujets, toutes les questions qui peuvent se présenter à vous dans votre exercice avec vos employés salariés. Ça, c'est sa qualité. Son défaut, c'est qu'il n'est pas toujours organisé dans le bon ordre pour une lecture facile, et qu'en plus, le rédactionnel n'est pas toujours extrêmement lisible, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas des juristes aguerris. Ça s'appelle comment exactement? C'est la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Vous pouvez l'avoir, pas besoin de l'acheter, sur Internet, sur Légifrance, dans la rubrique convention collective. Lorsque vous avez un point spécifique à regarder, vous allez voir la nomenclature au départ, vous avez les articles visés, et puis vous vous reportez à l'article concerné. Vous verrez que tout au long aujourd'hui de mon intervention, on va comme ça suivre les articles de cette convention collective, puisqu'en réalité c'est la base de travail quand on veut travailler sur ce sujet des salariés en fait de copropriété. Et tous ces articles sont étendus ou il y en a qui ne sont pas? Alors toute la première partie, oui. Toute la première partie, ce sont des articles étendus. C'est-à-dire en réalité jusqu'aux annexes. Et après vous avez les deux premières annexes qui sont particulièrement intéressantes pour vous, puisque l'annexe 1, c'est la nomenclature des UV, des unités de valeur des gardiens classés en catégorie B, les missions qui peuvent leur être confiées et les unités de valeur qui sont attribuées à chacune des missions. Et l'annexe 2, ce sont les barèmes, salaires et avantages en nature. Et ça c'est étendu? Oui, tout à fait. Comme ça, vous pouvez y aller. En revanche, vous avez un grand nombre d'annexes qui sont des annexes départementales, qui ne sont pas étendues. On y viendra brièvement tout à l'heure. Et comment faire pour que ce soit mis à jour? Justement, c'est pour ça que je vous dis, ne l'achetez pas et allez sur Légifrance, parce que sur Légifrance, dès qu'il y a une mise à jour, c'est mise à jour. C'est un site gouvernemental, et justement, le principe, c'est que c'est mis à jour au fur et à mesure. Vous avez les mises à jour. Si vous vous posez des questions, vous êtes adhérent à la Chambre, c'est pas pour rien, vous prenez rendez-vous le mardi après-midi, et vous aurez des précisions sur vos questions. C'est à ça que ça sert aussi. N'hésitez pas, et pas la peine de vous retourner le cerveau et d'aller fouiller partout sur Internet, d'autant que je ne vous recommande sur Internet que Légifrance,
puisqu'on trouve tout et n'importe quoi sur Internet, et des informations. Je me suis amusé, en préparant la conférence d'aujourd'hui, à aller me promener sur quelques sites de foires aux questions, parce que c'est toujours intéressant de voir comment, quels sont les sujets du moment, quelles sont les questions que les copropriétaires se posent, et comment il est répondu sur ces sites aux questions. C'est souvent très très inquiétant. Donc ne vous fiez pas aux réponses qui vous sont données sur des sites internet dont vous n'avez pas toutes les références et en qui vous n'avez pas absolument confiance. En fait, les seuls auxquels vous pouvez avoir confiance sont les sites gouvernementaux, Légifrance, et puis pour certaines questions que vous vous posez, il y a les sites, tous les points qui sont abordés sur service public, service-public.fr. C'est extrêmement lisible pour le justiciable non professionnel en droit. J'avoue que j'utilise ces sites pour des problématiques notamment de plafond fiscal sur certaines attributions en droit social, parce que c'est extrêmement lisible et facile pour réexpliquer à mes clients les règles de droit que moi je connais mais que j'ai souvent du mal à vulgariser sur le fond fiscal parce que c'est extrêmement compliqué. Là, les sites services publics sont extrêmement bien faits pour ça. Donc n'allez que sur les sites gouvernementaux si vous voulez avoir des informations fiables, et sinon vous consultez des professionnels compétents que sont les avocats, et lorsque vous êtes en contact avec eux, et en bon contact avec eux, en bon rapport avec eux, vos syndics, qui, je vous le rappelle, et c'est très important, sont vos mandataires lorsque vous avez des syndics. Vous n'êtes pas les employeurs, c'est un sujet qu'on va aborder. Aucun des copropriétaires n'a quelque lien de subordination ou quelques rapports de supérieur à subordonné avec un employé ou un gardien d'immeuble. Vous n'avez aucun pouvoir de direction et de contrôle. En d'autres termes, vous ne pouvez pas donner d'instruction si vous n'êtes pas syndic. Même le syndicat des copropriétaires ne peut pas s'adresser, en fait on le fait en bonne entente quand on est en bonne intelligence dans la plupart des copropriétés, quand on a un gardien ou un employé d'immeuble avec lequel ça se passe bien, en général c'est une ou deux personnes du syndicat des copropriétaires qui sont en contact avec le gardien ou la gardienne et qui administrent la vie de tous les jours en bonne entente, en bonne intelligence, et c'est très agréable comme ça. Mais lorsqu'il y a des difficultés, c'est le syndic. Oui. Alors pourquoi le syndic, lorsqu'on demande au syndic quel est l'employeur, le syndic répond « Ah, c'est pas moi, c'est le syndic ». C'est exact. En fait, Le syndicat, la copropriété, les copropriétaires sont employeurs, mais l'administration de l'employé, la personne qui a le pouvoir de direction et de contrôle, le pouvoir hiérarchique, le pouvoir de licencier, le pouvoir d'adresser des sanctions disciplinaires, le pouvoir de donner des directives et des instructions, c'est le syndic. Et ce ne sont pas les copropriétaires. En revanche, le syndic, lorsqu'il exerce ce pouvoir, il n'engage pas sa responsabilité mais à l'égard du gardien, mais celle de la copropriété, à l'égard du gardien. Bien évidemment, s'il fait des bêtises, la copropriété a, elle, le droit d'engager une action récursoire contre le syndic lorsqu'il y a une erreur qui a été faite, puisque ça, c'est sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de syndic. Mais le gardien, quand il va avoir un problème, quand bien même ce serait le syndic qui a pris toutes les décisions, qui a mis en œuvre toutes les dispositions et les procédures à son égard, le gardien, son recours, il va être contre les copropriétaires et pas contre le syndic. Il n'a aucun lien contractuel avec le syndic, sauf harcèlement moral du syndic à son égard, mais là on n'est plus sur le même terrain, et l'engagement à ce moment-là pénal, l'engagement de la responsabilité pénale de l'auteur, et là l'auteur à ce moment-là ce serait le syndic, mais voilà, on est sur un autre sujet. Donc quand il a un problème, il ne doit pas s'adresser directement au copropriétaire qui passe, il doit s'adresser au syndic. Le gardien? Oui. Oui. Lorsqu'on est dans un rapport conflictuel, lorsqu'on est dans une gestion quotidienne, agréable et humaine, en bonne administration de la copropriété, je dirais, eh bien souvent on a une ou deux personnes du conseil syndical qui logent quand même sur place, qui sont quand même présentes sur place et qui en général sont en contact plus direct avec le gardien, et donc effectivement les instructions passent comme ça, avec bien évidemment un report d'information au syndic. Et la plupart du temps, quand ça se passe bien, ça se passe comme ça. Quand ça se passe pas bien, c'est le syndic en direct et personne ne parle au gardien. On lui adresse la parole, on lui dit bonjour, au revoir, sinon on est dans le harcèlement, attention. Hein.
mais personne ne donne d'instruction, personne ne prend la posture d'employeur ou de supérieur hiérarchique, personne ne donne la moindre directive au gardien. C'est le syndic qui a cette mission, qui a ce mandat. À l'embauche, c'est le syndic qui choisit les gardiens ou le syndic qui demande à la copropriété de choisir parmi différents candidats? Alors, il n'y a pas de règle. Ouais. Il n'y a pas de règle. Après, franchement, un syndic qui embauche tout seul, sans reporter au syndicat des copropriétaires, c'est quand même un petit peu spécial. Normalement, la décision se prend d'un commun accord entre le syndic et le syndicat des copropriétaires. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'interdiction. Le syndic pourrait, s'il avait mandat pour embaucher sans même que le syndicat des copropriétaires jette un œil, il pourrait le faire. Mais normalement, il n'a pas ce pouvoir seul. Hein. Ouais, c'est une façon pour lui de se décharger en disant « vous avez choisi telle personne, donc si ça ne va pas… » Alors quand on est syndicat des copropriétaires, on prend une décision lors d'une réunion de syndicat des copropriétaires de donner mandat au syndic pour présenter un certain nombre de candidatures et de donner son avis sur ces candidatures, et ensuite on choisit sur les candidatures qui sont présentées. En tout état de cause, de toute façon, le syndic, s'il faisait l'embauche seul, sur mandat, j'entends, n'engage pas sa responsabilité sur la qualité de la personne qu'il a engagée. Je veux dire, nul ne peut se prévaloir des compétences d'autrui, nul ne peut garantir les compétences du salarié qu'il a embauché. Malheureusement, tous ceux qui ont été chefs d'entreprise un jour ont fait des erreurs dans leur embauche. Hein. Ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé. Donc on ne peut pas reprocher et engager la responsabilité du syndic pour avoir embauché quelqu'un qui ne donnerait pas entière satisfaction. Sauf évidence absolue, cas extrême, employé totalement inapte à exercer les fonctions, voilà, éventuellement, il faudrait vraiment être dans l'évidence. Une question équivalente, mais à ce moment-là, pour un éventuel licenciement. Licenciement doit être prononcé par le syndic. On va y venir sur le licenciement, c'est le sujet de avec clôture. Assemblée générale. Oui. Et c'est le sujet de clôture parce que on peut y venir tout de suite si vous voulez, mais normalement on va y venir parce qu'on va commencer par la vie du contrat, la création déjà du contrat. Mais pour l'embauche, là, pour rebondir sur ce que dit monsieur, ça requiert une résolution en Assemblée générale. Ah bah non, enfin, sauf si vous créez le poste. Non, quand il y a un changement. Quand il y a un changement, il n'y a pas de décision. Vous imaginez, on ne va pas faire passer l'entretien d'embauche à l'ensemble de l'Assemblée générale. Hein. Non, mais… non, ça relève du mandat du syndic. Non, c'est les attributs, parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on peut avoir un ancien gardien qui est dans une certaine configuration et un nouveau gardien qui est dans une autre. Non, on est dans l'administration de la copropriété, c'est syndic et syndicat des copropriétaires. Mais ce n'est pas une décision de l'Assemblée générale. Sauf à ce que la décision génère une modification de la charge qui soit telle que ça nécessite une décision de l'Assemblée générale. C'est souvent à l'occasion d'un changement. À ce moment-là, effectivement, il faut une décision d'AG. Mais ça veut dire que vous passez d'un salarié à mi-temps ou à un salarié à plein temps, par exemple, quand on est sur les employés d'immeubles. Effectivement, là, quand vous doublez la charge, nécessairement, ça a une implication économique telle que ça nécessite une validation de l'Assemblée générale avant. Mais là, c'est comme une création de poste, quasiment. Hein. Vous avez une vraie modification en profondeur d'un poste, effectivement, il faut un accord de l'Assemblée générale. C'est ce qui se passe lorsque c'est un gardien qui prend sa retraite, voilà. Qui est en fonction depuis 25 ans ou 30 ans. La copropriété, on a connu ça. La convention collective, semble-t-il, n'est plus du tout la même. Au niveau de la présence, par exemple, à la loge, bien des choses. Oui, mais il aurait déjà fallu se mettre à jour avant, si vous voulez, en cours de contrat. Donc, si on est encore aujourd'hui alors pour le gardien d'immeuble, c'est un petit peu particulier, mais pour l'employé d'immeuble, si on est encore aujourd'hui sur 169 heures, on a un petit problème quand même. Il faut se mettre à jour. Hein. Quand la loi évolue, quand le droit évolue, il faut se mettre à jour. Pas au moment où l'ancien part à la retraite. Donc théoriquement, on ne se retrouve pas dans ces situations-là, puisqu'on s'est mis à jour au fur et à mesure. Non, mais ça peut être aussi une situation qui était plus avantageuse avant et à l'occasion du départ d'un gardien. Par exemple, là, moi à l'esprit, c'est un gardien qui a un duplex, qui a un parking, et qui a aussi un salaire qui est plus élevé que la norme conventionnelle. Oui. Voilà. Et donc lorsqu'il va partir en retraite, ce qui ne saurait tarder, l'objectif de la communauté, c'est de revoir ça à la baisse. Et ben, il faut le signaler par écrit au syndic pour être sûr qu'ils prennent en compte
les velléités de la copropriété, mais il suffit que le syndicat le fasse, et puis voilà. Mais quand il y a un changement de cette nature-là, il y a une obligation de passer en assemblée générale? Non, pas nécessairement, parce que là, c'est à l'avantage de l'Assemblée. Donc là, on est dans l'administration normale, on n'est pas obligé d'embaucher un gardien avec des avantages et un tarif exorbitant. Donc pour le coup, on est dans l'administration normale de la copropriété. Je ne vois pas que de toute façon, il y a un copropriétaire qui vienne engager la responsabilité du syndic pour avoir fait, parce que c'est les seuls qui auraient qualité à agir, pour avoir embauché un nouveau gardien à des conditions plus avantageuses pour la copropriété. Ben, on voit tout, vous savez, mais j'entends bien. Si tous les syndics étaient super, ça se saurait. Hein, non, mais je vous dis que je... vécu, hein. On n'a pas du tout le même vécu. Seuls les copropriétaires ont la qualité à agir contre le syndic lorsque il y a une décision qui est prise par le syndic avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Donc, trouvez-moi un copropriétaire qui va engager la responsabilité du syndic parce qu'il a embauché un gardien à des conditions plus avantageuses pour la copropriété, à un tarif moins élevé et qui génère des coûts moins importants. Je ne pense pas qu'il y ait un seul copropriétaire qui serait mécontent d'une telle mesure. Donc, s'agissant de surcroît d'un nouveau gardien que personne ne connaît. Donc, à partir du moment où personne ne va être en capacité d'engager la responsabilité, puis il faudra en plus établir un préjudice pour engager la responsabilité du gardien, du syndic, je ne vois pas quel est le préjudice dont pourrait se prévaloir le copropriétaire si le syndic a finalement pris une décision qui est bénéfique à la copropriété économiquement parlant. Donc pour le coup, si vous avez un syndic qui prend seul la décision à la faveur de l'embauche d'un nouveau gardien, de diminuer la charge de la copropriété par des mesures qui sont tout à fait légales, il y a zéro préjudice pour personne, je pense qu'il peut le faire sans avoir de validation de l'Assemblée générale et son risque est nul. Je pense. Là, on n'est pas sur, justement, un mauvais syndic. On est sur un syndic qui aura pris une décision d'administration normale dans l'intérêt de la copropriété. Et si c'est le contraire Si c'est le contraire et que ça n'a pas été validé, vous êtes en capacité d'engager la responsabilité du syndic. Au moment de la création du contrat de travail, la première question qui va se poser dans votre convention collective, c'est dans quelle catégorie je vais placer mon salarié, puisque vous avez une spécificité dans votre convention collective, c'est qu'il y a deux catégories possibles, la catégorie A et la catégorie B. Quelle est la différence, en réalité, entre la catégorie A et la catégorie B? Tout simplement, la catégorie A, vous avez un emploi classique, avec un temps de travail qui est décompté en heures, sur la base de 35 heures ou 151 heures, 35 heures hebdomadaires ou 151 heures 67 mensuelles. Vous devez donc faire un contrat de travail avec des tâches, avec des missions définies plus précisément, et une durée de travail donnée avec des horaires précis. Et vous devez vous assurer du respect de ces horaires dans un sens comme dans l'autre par votre gardien. En d'autres termes, on utilise la catégorie A que pour les employés d'immeubles, pas pour les gardiens, certainement pas pour les gardiens logés qui, de toute façon, par nature, sont en catégorie B. Pourquoi? Parce que si vous êtes en catégorie A et que vous avez un gardien qui fait de la loge, son temps de travail, il va vite avoir atteint les 35 heures. Alors que si vous êtes à l'UV, c'est une mission, la loge, et cette mission, elle rentre dans les UV, elle est comptabilisée en UV et elle ne génère pas par nature un temps plein. Donc on serait, si vous voulez, si on voulait comparer avec un système classique, on serait à peu près comme salarié aux 35 heures et salarié au forfait jour. Voilà. On privilégie, pour ce qui concerne les immeubles, on privilégie dès qu'on le peut la catégorie B parce que ça évite d'avoir un contrôle quantitatif et ça permet de ne mettre en œuvre qu'un contrôle qualitatif lorsqu'il est mis en œuvre. Mais bon, partons du principe que tout va bien. Le contrôle quantitatif dans une copropriété, il est impossible à mettre en œuvre. Il est impossible à mettre en œuvre parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait un contrôleur derrière l'employé d'immeuble
pour savoir à quelle minute il est arrivé, à quelle minute il est reparti, à quelle minute il a pris une pause, voilà, c'est ingérable. Donc on privilégie le quantitatif, on privilégie le qualitatif. Et donc l'idée est de contrôler la qualité des missions qui sont confiées aux salariés à travers les UV. On va donc s'orienter vers la catégorie B de manière prioritaire. J'ai une petite question. Quelle différence faites-vous entre une loge de gardien et un logement de fonction? Alors, on va en parler, je ne sais pas si vous avez eu le plan, mais on va en parler dans le logement de fonction. D'accord. On va en parler là-bas. À ce moment-là, c'est un point très important. C'est un point important de la rémunération, mais pas que de la rémunération. Tout n'est pas dans le plan. J'ai 2 points finaux que je voudrais voir avec vous, qu'on verra ensemble. Mais une fois qu'on a une vision d'ensemble, premier point qu'on verra à la fin, qui est un point très important, c'est l'indissociabilité des concierges, des contrats de travail des concierges quand ils sont en couple, des contrats de couple. Le premier point, et le deuxième point, le licenciement. Le licenciement est plus précisément la suppression du poste de gardien, puisque c'est un sujet qui se pose énormément en ce moment, d'autant qu'on se retrouve assez régulièrement avec des loges qui sont plus adaptées dans certains immeubles, et donc on n'est plus vraiment en capacité, en réalité, de loger les gardiens, et que si on ne les loge pas, ils ne sont pas catégorie B. Déjà, la catégorie B est nécessairement logée. Nécessairement. La convention collective dit pas logé, pas catégorie B. Vous ne pouvez pas casser un contrat de travail à un gardien? Pardon? Vous ne pouvez pas casser un contrat de travail de catégorie B à un gardien? Si vous n'avez plus de quoi le loger? Si vous n'avez plus de quoi le loger, vous avez en droit ce qu'on appelle une novation, qui fait que vous êtes dans une situation qui vous empêche de maintenir le contrat de travail. Il a perdu son objet. Alors là, on est sur l'ancien code civil, pour le coup, qui vient d'être modifié. Et quoi qu'il en soit, il a perdu son objet. Vous prenez un risque énorme, mais à le garder aussi. Vous avez des logements de gardiens aujourd'hui qui sont insalubres. Vous ne pouvez pas loger vos gardiens. Donc ça arrive. C'est une vraie problématique. De même que la suppression, on y viendra. La suppression en elle-même est une problématique, même quand elle est pour motif économique, puisqu'on n'est pas assujetti aux dispositions économiques du Code du travail quand on est dans une copropriété, puisqu'on n'est pas une société. Dans le contrat de travail, vous avez à la convention collective, à l'article 11 de la convention collective, énuméré expressément ce qui doit figurer dans votre contrat de travail. Ça veut dire que par exception au droit du travail, en matière d'employés d'immeubles, et gardiens et concierges, le contrat est nécessairement écrit. En droit du travail classique, dans le Code du travail, le contrat n'est pas nécessairement écrit lorsqu'il est un CDI à temps plein. Ici, même lorsqu'on est en CDI à temps plein, le contrat est nécessairement écrit. Il doit énumérer les fonctions du salarié, le libellé de son emploi, ses conditions de travail. Lorsqu'on est en catégorie B, vous devez prendre l'annexe 1 et cocher l'ensemble des UV concernés par le poste du gardien pour avoir un décompte complet des tâches et des UV. Vous devez faire figurer également la classification professionnelle, le coefficient hiérarchique, le montant des appointements, le lieu de travail et l'évaluation de l'avantage en nature, du ou des avantages en nature lorsqu'il y en a. Vous devez également faire figurer, mais là, ça, en revanche, ce n'est pas dérogatoire au Code du travail, si vous avez une période d'essai ou si vous voulez voir appliquer une période d'essai au gardien d'immeuble, vous devez la faire figurer expressément dans le contrat de travail et vous devez respecter les durées qui figurent dans la convention collective, toujours à l'article 11 de la convention collective. J'attire votre attention sur le sujet de la période d'essai, sur un point important, qui est un point de droit commun, du droit du travail, qui n'est pas un point spécifique à vos sujets. La période d'essai ne peut exister que pour évaluer les compétences du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En d'autres termes, si ce salarié a occupé les mêmes fonctions pendant 6 mois chez vous, parce qu'il était en intérim, pour remplacer une salariée enceinte, un salarié malade, quelqu'un qui devait partir à la retraite, n'importe quoi.
vous ne pouvez pas lui appliquer une période d'essai, puisque vous l'avez déjà testé. Et ça marche exactement de la même manière dans n'importe quelle entreprise. Lorsque vous avez un salarié qui est venu chez vous pour occuper des fonctions données, pendant un certain temps, si cette durée est au moins équivalente à la durée de la période d'essai maximale que vous pouvez appliquer au salarié au titre de la convention collective applicable à son contrat de travail, vous ne pouvez pas lui réappliquer une nouvelle période d'essai. Si, en revanche, il est resté pendant une durée, par exemple, vous avez une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Ce n'est pas le cas dans votre dossier, dans ce cas-là, le maximum c'est 2 mois renouvelable une fois. Disons, on a une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois. Vous avez eu le gardien pendant 1 mois. Vous pouvez lui appliquer une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois, mais vous devez décompter le premier mois. Voilà. Et lorsque vous rompez la période d'essai, vous devez respecter les délais de prévenance qui sont prévus dans le Code du travail. Alors là, il y a une problématique technique importante. Donc, consultez un professionnel pour ce qui concerne les délais de prévenance, puisque le délai de prévenance n'est pas un délai de préavis, c'est-à-dire que la période d'essai doit prendre fin au plus tard au dernier jour de la période d'essai, mais vous devez payer le salarié pendant l'intégralité du délai de prévenance. En d'autres termes, si vous rompez la période d'essai au dernier jour, vous devez payer le salarié pendant tout le délai de prévenance, mais il doit quitter son poste. S'il reste en poste, votre rupture ne vaut pas et il est définitivement embauché en CDI. Il faut être très vigilant là-dessus. Il faut plutôt consulter en fait. Au moment de prendre la décision, vous consultez un professionnel, lui va vous faire une ligne de temps et il va vous dire à quel moment vous notifiez la rupture, à quel moment le salarié quitte l'entreprise et jusqu'à quelle date vous le payez. Ces 3 dates sont différentes. Oui, embaucher les entreprises. Non. Ah bah oui, alors. Écoutez, nous on en a une entreprise. Le problème avec une entreprise, c'est que si vous voulez avoir une loge, pas tout à fait le même tarif. C'est les jardins. Après, chacun peut voir midi à sa porte. Il y a quelques entreprises qui prennent des libéralités également avec le Code du travail. Faites quand même attention lorsque les libertés qui sont prises par vos prestataires avec le Code du travail sont trop visibles, vous pouvez également engager votre responsabilité. Mais effectivement, lorsque la copropriété, c'est un sujet, c'est pour ça qu'on arrive beaucoup à ces sujets de suppression du poste de gardien, lorsque la copropriété se rend compte qu'en réalité, aujourd'hui, avec la multiplication des prestations de services et des sociétés de prestations de services, on est en capacité de se passer de ce qui était la loge autrefois et qu'avec en plus l'automatisation et des entrées et sorties des immeubles, les badges, etc., qui peuvent quand même considérablement sécuriser, ce qui n'était pas le cas autrefois, et c'est pour ça autrefois qu'on avait quand même vraiment besoin de gardiens, on a un petit peu moins besoin de ce type de population aujourd'hui. Il y a la multiplication des colis. On a le sujet qui se pose. Maintenant, les colis maintenant, sachez que les colis arrivent encore plus en entreprise que dans les logements, au logement des gens, et que le sujet commence à se poser de savoir quel est le traitement que l'employeur donne à l'arrivée des colis en entreprise, puisque parfois, dans certaines entreprises, les volumes sont tels qu'on va finir par avoir des jurisprudences sur le sujet. Des colis privés, alors? Des colis privés, tout à fait. Vous avez les colis roses vente privée qui arrivent là, par camion les matins dans certaines entreprises. C'est extraordinaire. C'est limite. Vous avez les tours, des tours de la Défense, là. Il y a les livreurs vente privée là, qui arrivent. Ça arrive. Il y a certaines entreprises qui sont concernées par ça. Donc c'est un sujet. Mais bon, voilà, c'est l'évolution de la société. C'est comme ça. Mais effectivement, beaucoup de copropriétés se posent la question de l'opportunité du maintien ou non du contrat de travail du gardien d'immeuble tel qu'il était il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, le sujet de la suppression du poste, en tout cas dans son existence actuelle, se pose dans un nombre très considérable de copropriétés. Ça ne veut pas dire que c'est la solution. Je ne sais pas ce que je dis, mais en tout cas, moi je constate que cette question se pose de manière très importante.
C'est surtout le coût et les normes que vous évoquez, parce que dans certains immeubles, le poste de gardien, c'est plus de 50% du budget. Hein. Oui. Souvent, oui. Ah, il faut faire clair et cash. Des immeubles qui ne sont pas très chauffés. Il n'y a pas de chauffage collectif. Ah non, C'est ça, parce que sinon c'est le chauffage. Hein. D'accord, mais enfin, c'est pas neutre. Quand vous êtes à 50% d'un budget. J'entends, mais on peut, voilà. Hein. Mais non, en catégorie B, ils peuvent aller jusqu'à 41h30 ou plus. on n'est pas dans l'heure en catégorie B. Oui, mais il y a quand même Il y a un plafond. un plafond. On est en fait sur l'amplitude horaire de 13 heures, avec 1 heure de pause, et un minimum donc de 11 heures de pause entre 2 journées, comme pour les forfaits jours. Vous pouvez répéter, vous avez dit 11 heures. Vous avez 11 heures de pause entre 2 journées de travail. Et 1 heure de pause, vous avez dit? Et 1 heure de pause, ça c'est obligatoire, c'est l'heure de pause déjeuner. Enfin, vous êtes obligé d'avoir au minimum, ça c'est le code du travail, 20 minutes de pause toutes les 6 heures de travail. Toutes les 6 heures de... Toutes les 6 heures. Vous pouvez pas travailler plus de 6 heures sans avoir 20 minutes de pause. C'est le code du travail. Il y a un nombre connu d'heures par semaine. Alors ça, c'est pareil, c'est la loi. Oui. On est à un maximum sur 12 semaines de 44 heures, si ma mémoire est bonne. Je n'ai plus exactement les... Donc il faut comparer 35 heures avec 44 heures. Mais vous n'êtes pas en heure, Non, vous êtes aux UV. ok, mais en fait, comme il peut faire 44 heures, il faut comparer ce que... Vous voulez dire par rapport au coût avec une entreprise? Oui. Mais l'entreprise, elle n'est pas aux 35 heures, l'entreprise, elle est aux 90 heures si elle veut, puisqu'elle n'est pas obligée d'avoir un seul salarié sur le poste. L'entreprise fait ce qu'elle veut. Elle peut avoir un salarié le matin, un salarié l'après-midi, elle peut avoir plusieurs salariés à temps partiel, ce qu'elle fait d'ailleurs très souvent, et elle peut avoir aussi des salariés qui ne respectent pas du tout la durée légale du travail, ce qu'elle fait encore plus souvent. On les embauche avec un contrat précaire. Le problème, si vous voulez, c'est que lorsque vous... Le problème, c'est que, c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous, copropriétaire, vous avez dans votre copropriété, de manière visible et évidente, un gardien d'immeuble qui est présent, un gardien d'une société, un salarié d'une société extérieure qui va être présent dans votre copropriété pendant 12 heures consécutives toute la semaine, vous êtes normalement en devoir de vous poser la question de ce qui se passe. Alors, je ne dis pas que l'engagement de votre responsabilité est évidente, mais d'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. Mais en droit, de mon point de vue, c'est jouable. Et d'ailleurs, le salarié qui va travailler exclusivement dans la copropriété et qui va être à temps plein, de mon point de vue, en droit, la requalification de son employeur est jouable. En d'autres termes, la société qui l'embauche dépose faillite, il vient vous dire c'est vous mon patron. Ça, en droit, ça tient complètement la route, de mon point de vue. Ça tient complètement la route. D'autant que, potentiellement, si on est dans les entreprises de prestation de services, nettoyage, etc., on est sur l'article 7 de leur convention collective, ils sont attachés à un marché. Donc on pourrait considérer que c'est vous le repreneur du marché. Vous avez, pas l'article 7, pardon, l'annexe 7 de leur convention collective. Donc c'est un vrai sujet quand même. Le recours à des prestataires extérieurs, c'est un vrai sujet et ça ne se fait pas à l'arrache, sans avoir vraiment pesé tous les pour et les contre, et sans avoir été conseillé de manière très précise par votre syndic ou par votre conseil. Excusez-moi, dans ce que vous dites, en effet, dans la deuxième partie, il y a une certaine amplitude. Quand vous parlez à peu près de 13 heures, ça ferait quoi alors sur une semaine? Ça fait sur 4... on en revient à combien de jours d'ouverture de la loge alors, par exemple? 44 heures. Pour le gardien en catégorie B, oui, il est à 10 000 UV, maximum 12 000. Ça, ce sont les UV. Oui. Et il a un temps de travail, une amplitude journalière qui ne peut pas excéder 13 heures. Mais pour lui, pour le gardien qui est aux UV, c'est 4 heures de repos, prise en une ou deux fois. Le code, c'est plus exigeant quand même que le code du travail. On n'est quand même pas en présence d'un salarié cadre au forfait jour. Amplitude journalière, vous dites combien? 13 heures.
Donc ça veut dire 9 heures de travail effectif ou présence de loge, parce que la présence de loge, ce n'est pas nécessairement du pur travail effectif, par jour, pendant 5 jours et demi, puisqu'il a une journée et demie de pause obligatoire, dont le dimanche. Donc soit le samedi après-midi, soit le lundi matin. On privilégie le samedi après-midi en général. Mais parfois, il y a des gardiens et des copropriétés que ça arrange de travailler tout le samedi et d'avoir leur lundi matin. Et pourquoi pas? C'est faisable. Il faut avoir une journée et demie, dimanche compris. Avant ou après, pas de problème. Le principe du salaire en catégorie B, le principe du salaire en catégorie A, c'est le salaire mensuel minimum. Vous l'avez annexé à votre convention collective. Il change tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de ce qui est voté par les partenaires sociaux. Et c'est dans la convention collective, le dernier avenant, c'est l'avenant 85 de 2014. Vous voyez qu'il n'est pas hyper récent. Et c'est en fonction de la classification que vous aurez retenue pour votre gardien. Vous avez un salaire mensuel minimum. Donc, si vous voulez le taux horaire, vous le divisez par 151 heures, 67. Et ça fait combien alors? Alors là, le salaire mensuel minimum pour les employés d'immeubles, donc en catégorie A, c'est entre 1457 et 1707 brut. Brut salarial, il faut rajouter les charges patronales pour ce qui concerne votre coût à vous. Et pour les salariés en catégorie B, c'est entre 1632 et 1892. Pour 10 000 UV. Et 1892. Pour 10 000 UV. Vous avez le droit d'aller jusqu'à 12 000 UV. Sachez que tout UV qui dépasse 10 000 UV est majoré de 25%. C'est pour ça que quand vous êtes à 12 000 UV, en réalité, votre gardien, il est à 12 500 UV. Mais, j'attire votre attention pour les professionnels, les experts comptables et les syndics, s'il y en a dans la salle. L'administration fiscale et sociale, l'URSSAF pour être précis, ne considère pas que les UV qui dépassent 10 000 UV sont des heures supplémentaires. C'est pas trop un sujet en ce moment, mais ça l'a été à l'époque de la loi TEPA, puisque à l'époque de la loi TEPA, de nombreuses copropriétés ont considéré que les 2000 UV au-delà de 10 000 étaient exonérés de charges supplémentaires, enfin les 2500 du coup, parce qu'il y a une majoration, étaient exonérés de charges et d'impôts pour les salariés, puisque les heures supplémentaires étaient exonérées de charges et d'impôts. Elles ont donc considéré ces temps, à force raison de mon point de vue, hein, mais ce n'est pas le point de vue de l'administration fiscale et de l'URSSAF. Et ni des tribunaux administratifs, ni des cours administratives, malheureusement, ni même de la Cour, ni même du Conseil d'État, ni de la Cour de cassation. Comme ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut prendre l'argent là où il y en a, pour être clair. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, puisque la loi TEPA a été abrogée. Mais dans 3 mois, ça risque de redevenir un sujet. Donc j'attire vraiment votre attention sur ce point. Soyez très vigilants. De nombreuses copropriétés ont été redressées. Et maintenant, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État me semble assez implacable. Ce ne sont pas des heures supplémentaires. C'est un scandale, hein, parce que c'est exactement le même régime. Il y a même la majoration comme les heures supplémentaires. Mais c'est comme ça. Ça ne sera pas exonéré de charges ni d'impôts s'il y avait des dispositions, sauf à ce qu'il y ait un cavalier spécifique ou une mention expresse dans la loi qui sera sans doute votée sur ce sujet avant la fin de l'année 2017, puisque je pense que à peu près 80% des candidats qui se présentent prévoient une exonération de charges des heures supplémentaires. En tout cas, pour ceux qui ont des chances de passer. Même, on n'a pas le droit au CICE. Exactement, mais ça, à la limite, la justification, elle peut être audible. Pour les entreprises. Oui, donc c'est audible. On n'est pas soumis. On est quand même entrepreneur. Les copropriétés, ben non, les copropriétés ne sont pas non plus soumises. Les copropriétés ne sont pas non plus soumises aux dispositions ou assujetties aux dispositions du Code du travail sur le licenciement pour motif économique. Et oui, parce que ça ne concerne que les entreprises.
Mais ça s'entend. Il y a le fondement juridique, l'argumentaire, il s'entend. Là, je ne comprends pas la motivation, il n'y en a pas en fait, c'est juste... Voilà. Il y a une taxe sur le salaire, une taxe sur les salaires des gardiens. Oui. Il faut prendre l'argent de là où il y en a, je vous ai dit. Donc votre salarié en catégorie B, il est à 10 000 jusqu'à 12 500 quand il est à temps plein. Quand il est à moins de 9 000 UV, il est soit en service partiel, soit en service permanent. En service permanent, ça veut dire qu'il a au moins 3400 UV, 3400 UV de mission cochée dans la nomenclature des unités de valeur, et qu'il assure une permanence vigilante. C'est ce qui figure dans le contrat de travail. Après que vous estimiez qu'il ne l'assure pas, c'est un autre sujet. Là, on parle de la rédaction du contrat de travail. S'il a 3400 UV minimum de tâches express et qu'il assure une permanence vigilante, alors ces UV seront portés à soit 1000 UV supplémentaires, soit une majoration de la moitié des UV entre les UV qu'il a effectivement et 10 000 UV. En d'autres termes, il a 3400 UV. Vous faites 10 000 moins 3400 divisé par 2. Il a 4000 UV pour faire ça. Vous faites 10 000 moins 4000 divisé par 2. Ça vous fait 3000. Vous rajoutez ces 3000 UV aux 4000 qu'il a déjà, et donc le nombre d'UV qu'il aura, que vous devrez rémunérer, ce sera 7000. En revanche, s'il a 8500 UV, là vous majorerez de 1000, parce que sinon, si on applique la règle mathématique que je viens de vous donner, ça fera moins de 1000. Donc c'est au minimum 1000, c'est la moitié de ce qu'il sépare de 10 000, dans la limite basse de 1000, pour rémunérer la permanence vigilante. Et comment ça se passe quand il y a deux gardiens mariés? Quand il y a un couple, voilà. S'il vous plaît, pour les UV. Vous répartissez les UV par gardien, de toute façon. Les UV sont répartis par gardien. Donc chaque gardien a son contrat. Chaque gardien a ses missions. Il est très important, on va y venir un tout petit peu tout à l'heure, mais on peut en parler ici, ça va très bien. Il est très important d'essayer de définir des missions qui ne sont pas autonomes les unes des autres. Si, justement, il faut que ce soit à peu près les mêmes. Enfin, pas véritablement, pas complètement les mêmes, mais il faut essayer de définir une répartition des tâches entre les gardiens qui fasse que lorsqu'il y en a un qui est absent, l'autre ne peut plus réaliser seul les missions. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez un couple, vous rédigez des contrats, et dans ces contrats, vous précisez que ces deux contrats sont indissociables. Le but du jeu, c'est quand vous en sortez un, vous sortiez l'autre. Parce que vous n'allez pas vous garder un des deux gardiens, alors que vous avez licencié l'autre. Mais vous ne pouvez licencier un gardien, vous ne pouvez rompre le contrat du deuxième, qu'à la condition que les deux contrats soient effectivement indissociables. Alors, lorsqu'il y a un logement non distinct de la loge, c'est jouable. Mais sinon, c'est très compliqué. On ne peut pas rompre le contrat. Qu'est-ce qui est pas compliqué? Un logement non distinct de la loge, c'est-à-dire qu'il est... C'est-à-dire que vous avez deux... Un couple, par exemple? Non, vous avez deux possibilités, vous avez deux cas de figure qui peuvent se présenter à vous. Vous avez une loge qui sert de loge, et puis un logement distinct, ou avec un accès distinct. Quel cas, très bien, vous pouvez séparer la mission de loge du logement de fonction. Si vous avez la loge qui est dans le logement, vous ne pouvez pas distinguer les deux. C'est un petit peu différent. Donc lorsque vous avez la loge qui est dans le logement, là déjà votre indissociabilité elle est déjà assez forte quand même. Parce qu'il est assez difficile de pouvoir faire les missions à un tiers, les missions complémentaires à un tiers. Donc vous avez besoin des deux gardiens présents, etc. Donc là vous pouvez dire déjà vous avez
une force sur l'indissociabilité. Lorsque vous avez une loge qui est extérieure au logement, c'est pas la loge en elle-même et par nature qui va constituer l'élément d'indissociabilité le plus important. Donc il faudra vraiment bien travailler sur vos UV, la répartition de vos UV entre vos deux gardiens pour pouvoir être efficace. Pour pouvoir être efficace au moment de la rupture. C'est terrible, mais en matière de droit du travail, c'est comme en matière de mariage, quand on se marie, il faut qu'on envisage le divorce. Si on est prévenant, hein, si on est... Voilà, c'est comme ça. Donc si le logement est indissociable et qu'il y en a un des deux qui meurt, qu'est-ce qu'on fait? Elle va vous licencier l'autre. Excusez-moi, mais le syndic ne l'a pas fait. Ah, mais ouais, ça c'est... Après, c'est à voir avec le syndic. Monsieur Le Bénal et cette fontaine n'a pas fait. Parce que c'est un cas. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas... le syndic doit pas en référer en AG aussi. Enfin, c'est toujours pareil, parce que... On va y venir sur les licenciements, s'il vous plaît. Non, non, mais à la fin, c'est très... Là, c'est un événement soudain. La décision de... Alors, je vais y venir tout de suite, comme ça on aura posé le sujet du licenciement, parce que dans une copropriété, effectivement, les décisions importantes se prennent en assemblée générale. Bien. Sauf que, en droit du travail, vous ne pouvez pas prononcer le licenciement et prendre la décision de licencier un salarié avant de l'avoir reçu en entretien préalable et d'avoir laissé passer 2 jours de réflexion avant le licenciement. En d'autres termes, faites une assemblée générale pour décider que vous allez licencier le gardien avant de le recevoir en entretien préalable. Votre licenciement, par nature, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque vous aurez pris la décision de licencier avant de le recevoir en entretien préalable. Donc il ne faut jamais faire comme ça. Donc si vous êtes dans une procédure de licenciement qui nécessite, du point de vue du syndic, d'avoir un avis de l'Assemblée Générale, d'abord il va devoir convoquer une AGE, parce que ça se passe rarement dans le temps de l'AG ordinaire. Il va convoquer une AGE. Il va convoquer le salarié en entretien préalable 2 jours ou 3 jours avant l'AGE. En espérant que le salarié se présente, mais à la limite, s'il ne se présente pas, on n'est pas obligé de reporter, sauf vraiment cas extrême, cas spécifique très particulier, très rare. Donc, il convoque le salarié en entretien préalable, il reçoit les observations du salarié, ensuite il tient son AGE, il expose à l'AGE les griefs ou les motifs qu'il a exposés au salarié lors de l'entretien préalable, les réponses ou explications qui auront été apportées par le salarié lors de l'entretien préalable, il recueille l'avis de la copropriété et ensuite seulement il notifie sa décision. Et là, ok, là ça peut tenir la route, en droit du travail. Je ne l'ai jamais vu faire comme ça. Hein. Je l'ai beaucoup conseillé de le faire comme ça. Je ne l'ai jamais vu faire comme ça. En fait, les seules fois où je l'ai vu faire comme ça, c'est pour les suppressions de postes. Et pour les suppressions de postes, ça me paraît totalement indispensable. Totalement indispensable. Mais en fait, la suppression de poste, comme elle ne peut pas être pour motif économique, il va falloir trouver un motif de rupture du salarié, du contrat de travail du salarié. Et le motif de rupture du contrat de travail du salarié, ce n'est pas la suppression de son poste, puisque vous n'êtes pas soumis à la disposition du licenciement économique. Donc, vous n'avez pas d'issue sur ce terrain-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va faire une première assemblée générale, à l'occasion de laquelle on va demander mandat à la copropriété pour discuter avec le salarié, pour savoir s'il serait d'accord pour partir, contre subside, bien évidemment. On obtient le mandat de l'Assemblée Générale, on ne peut pas le faire sans, puisque là on est sur des sommes qui sont normalement, en tout cas, exorbitantes de ce qu'on pourrait faire, puisqu'en général on va dépasser le coût d'un licenciement classique. Ensuite, on négocie avec le salarié et on rompt son contrat de travail. Et après seulement, on tient une nouvelle Assemblée Générale, à l'occasion de laquelle on met au vote le renouvellement du poste de gardien d'immeuble ou sa suppression définitive. Mais on est obligé de fonctionner par étapes, puisqu'on n'est pas soumis aux dispositions du Code du travail, et on ne bénéficie pas des dispositions du Code du travail sur le motif économique. Donc le motif économique, le motif de la suppression du poste de gardien d'immeuble n'est pas, encore aujourd'hui au regard de la jurisprudence, un motif de rupture du contrat de travail
du salarié. C'est en discussion, hein, ça évolue, il y a quelques jurisprudences qui nous laissent penser que peut-être, moi, je ne peux pas prendre l'engagement aujourd'hui de vous dire que c'est un vrai motif, que c'est définitivement validé par la jurisprudence, etc. Il y a quelques décisions qui nous laissent voir quand même qu'il y a peut-être des choses qui vont arriver sur ce terrain-là, parce que c'est un vrai sujet. Et en fait, le vrai sujet, c'est pas le licenciement d'économie, qui de toute façon, même en droit des sociétés, enfin en droit commun, je veux dire, du travail, est sanctionné pour ce qui concerne les sociétés, mais c'est le licenciement économique pour de vrai, c'est-à-dire la copropriété qui a plus les moyens. Et ça, il y en a. Les copropriétés qui veulent faire des économies, c'est une chose. Les copropriétés qui n'ont plus les moyens d'assumer un gardien et qui se retrouvent en faillite, il y en a. Il y en a et il y en a pas mal. Et donc, les juges et le législateur sont en train de comprendre que c'est quand même un sujet, et que c'est quand même un sujet qui aujourd'hui, pour lequel aujourd'hui on ne dispose d'aucun arsenal juridique pour trouver une solution pour les copropriétés. De toute façon, de facto, ils sont contraints à trouver une solution, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils réagissent, parce que les copropriétés en faillite, elles ne peuvent pas payer les salaires. Donc, quand il n'y a pas de salaire, à mon avis, c'est un motif de rupture. Hein. Quand il n'y a pas de salaire, c'est un motif de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, puisque le salarié n'est pas payé. Et donc là, ça a les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et c'est X mois de salaire de dommages et intérêts, en plus des droits. Quand la communauté est en faillite, maître, on peut toujours en rajouter, de toute façon, elle est en faillite. Hein. Ah ben oui, ça, c'est un effet de manche, hein, si je peux me permettre, parce que la communauté qui est en faillite, on peut dire vous devez 10 mois ou 15 mois, mais c'est virtuel. Mais sauf que les copropriétaires sont solidairement... Alors, si vous voulez aller au bout des conséquences juridiques d'une décision de cette nature, les copropriétaires sont solidairement responsables, ils sont copropriétaires. Donc si je veux saisir leur bien pour le vendre, pour payer les dommages et intérêts du salarié, je peux. Donc si vous voulez, si on veut aller au bout de la logique juridique, on peut y aller au bout de la logique juridique. Vous l'avez vu déjà faire? Mais non, je ne l'ai pas vu faire parce qu'on n'est jamais arrivé à ces extrémités-là. Non mais vous savez, il y a ce que vous avez bien dit tout à l'heure, il y a le droit, il y a l'esprit des lois et puis il y a ce qu'on fait. Quand vous voyez ce que coûte, et ce que sont capables d'absorber les copropriétés en termes de ravalement et de toiture, le risque prud'homal d'un gardien d'immeuble à 30 000 ou 40 000, si vous voulez, c'est absorbable par quand même 99% des copropriétés françaises. Il faudrait peut-être travailler sur les coûts des travaux, en l'occurrence, c'est d'autres choses. Mais donc, j'ai jamais vu une condamnation prud'homale condamner une copropriété à la faillite. J'ai jamais vu. C'est ça que j'ai jamais vu. Après, si on veut aller au bout de la réflexion juridique, de ce que ça pourrait avoir comme conséquence, ben oui, comme conséquence, ça pourrait avoir que, dans l'absolu, on fasse vendre effectivement les biens des copropriétaires. Jamais vu. En droit, c'est le cheminement logique. Quand vous dites 30 000 ou 40 000, c'est une question annexe, c'est au bout de plusieurs années d'un licenciement ou au bout d'un an? Vous voulez dire d'ancienneté? Oui. Du gardien? Oui. Ah bah si au bout d'un an il prend 40 000, il y a un bon avocat. Non, mais c'est pour savoir. Non, les enjeux, alors c'est très difficile de vous donner comme ça des enjeux prud'homaux parce que c'est tellement en fonction des dossiers. Mais si vous voulez, si on prend le revenu moyen d'un gardien avec son avantage en nature, ça fait à peu près 2 000 €, je parle en brut. Oui. L'enjeu prud'homal sur une ancienneté moyenne à 10 ans, avec l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement compris, se situe entre 12 et 18 mois de salaire. Donc voilà, on est sur des enjeux qui sont à, c'est ce que je disais, 30 000 à 40 000 €. C'est l'enjeu moyen. Mais s'il y a 30 ans d'ancienneté... S'il y a 30 ans d'ancienneté, là j'ai une copropriété qui m'a consulté. J'ai une copropriété qui m'a consulté pour un couple de gardiens. Le coût du départ envisagé en l'état, pour le couple, c'est 250. 1000, oui. 250 000. Oui, bien 250 000. Et il y a combien d'appartements? Il y a 190 lots. C'est cher quand même. 190 appartements. Donc je reviens pour cette histoire, il aurait fallu que j'amène son contrat de travail, parce qu'ils l'ont changé récemment. Et comme ils vont faire l'assemblée générale jeudi soir et qu'ils ont décidé de le licencier, c'est pas pour moi, mais c'est mon ami, donc ils n'ont pas du tout fait d'entretien ni quoi que ce soit. Eh bien, si le salarié parvient à obtenir, et ça arrive très souvent, le gardien il a toujours un copain dans les copropriétaires, s'il parvient à obtenir le procès verbal de l'Assemblée Générale décidant de son licenciement avant même qu'il ait été licencié, eh ben, je peux vous garantir que et même juste la convocation d'ailleurs, je peux vous garantir que le licenciement derrière, il sera dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et il va au prud'homme, il gagne.
Oui, justement, il va voir un avocat, là, il a rendez-vous. Donnez-lui ma carte. Mais si on peut vous voir, en consultation. Voilà. Vous venez mardi, je suis là le mardi après-midi, il n'y a pas de problème. Je vais demander d'essayer de vous voir parce que c'est pas possible. Vous verrez également, pour finir sur la rémunération du gardien, les contrats et les annexes, vous verrez que dans la convention collective, vous avez un certain nombre de primes. Vous avez une prime d'ancienneté, dont la méthode de calcul est définie précisément à l'article 24. Vous avez, je passe un peu rapidement dessus, parce que ça, ce n'est pas les éléments les plus essentiels. C'est important, mais c'est important au moment de la rédaction du contrat, au moment du suivi du contrat. Il faut aller la lire, cette convention collective, pour ces sujets-là, et surtout, il faut que vous regardiez ce qui figure sur les bulletins de paie de vos gardiens d'immeuble, et puis ensuite que vous vous posiez les questions qui vont avec. S'il y a une prime de tri sélectif, est-ce que vous faites du tri sélectif ? S'il y a une prime d'ancienneté, est-ce qu'il est là depuis 1 an ou est-ce qu'il est là depuis 15 ans? Parfois, malheureusement, ça arrive avec... parfois, il y a eu des erreurs de manipulation et on reprend les bulletins de paye du gardien d'avant et puis on se retrouve avec un gardien qui vient d'arriver et qui se prend une prime d'ancienneté. Puis alors, une fois qu'il l'a depuis quelques mois, on finit par considérer que c'était un usage acquis, voilà, bon, un avantage acquis ou carrément un usage. Et voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est sur 13 mois obligatoirement? Oui. Ouais. Sous réserve de présence complète. Ouais. De présence complète pendant l'année. C'est l'article 22.4 de votre convention collective, le 13e mois. Y compris pour un employé à temps partiel? Oui. Ah ben. Il me semble. Je vérifie ça tout de suite. Un mois en maladie, Est-ce que la maladie, c'est de la présence complète? Si elle est indemnisée à 90%, c'est de la présence complète. Si elle est indemnisée à 90%. Et en congé annuel? Et l'indemnisation du salarié pendant... ça, c'est le congé annuel, c'est de la présence. L'indemnisation du salarié pendant sa maladie, elle est variable en fonction de son ancienneté. Il y a des mutuelles obligatoires maintenant. Oui, mais ça c'est encore autre chose. C'est la couverture. Alors 22.4, je vérifie juste le sujet du 13e mois, vous me demandez. Oui, ça concerne tous les salariés. D'accord. Sous réserve de présence de 90%. D'accord. Excusez-moi, étant donné qu'un salarié absent, malade, peut être absent pendant 90 jours, et indemnisé donc à 90%, est-ce que ça veut dire que à partir du 91e jour, ça n'est plus de la présence complète? Tout à fait. Alors en fait, c'est le maintien du salaire, c'est 30 jours après 1 an de présence, 90 jours après 3 ans de présence, 110 jours après 8 ans de présence, 120 jours après 13 ans de présence, 130 jours après 18 ans de présence, 170 jours après 23 ans de présence et 190 jours après 33 ans de présence. Ça fait 1 an. Article 30.1 de votre convention collective. Maintien du salaire. Le 13e mois, on fait partie. Pardon? Le 13e mois, on fait partie. Du maintien de salaire? Ouais. Oui, tout à fait. Et après, on tombe à combien après ce maintien de salaire? On tombe à combien Alors après, c'est les indemnités journalières de sécurité sociale Ah, et la complémentaire santé-prévoyance qui prend le relais si jamais il y en a une, normalement vous en avez une. C'est depuis mars 2015. C'est ça, là, enfin depuis janvier en fait, depuis janvier 2016. 16. C'est obligatoire pour tous. Même pour le salarié. Bah, c'est pour le salarié. Ah non, enfin, après ça dépend ce que vous avez convenu avec votre salarié. Elle est obligatoire sur le socle de base, 50% par l'employeur, 50% par le salarié, le coût de la complémentaire santé prévoyance. Elle est obligatoire sur le socle de base, prise à 50-50. Après, on peut décider de tout et n'importe quoi. Ça, c'est l'accord des parties. On a le droit d'améliorer. Les accessoires au contrat de travail, pour ce qui concerne le logement, à l'article 23, vous avez 3 catégories de logements.
c'est assez important à retenir. Le logement, la catégorie 1, qui est la meilleure catégorie, c'est un logement qui a au moins une fenêtre ou une porte-fenêtre dans la pièce principale et qui a 3 éléments de confort parmi chauffage, WC intérieur, salle d'eau intérieure, donc les 3. Le logement de catégorie 2, il a aussi une fenêtre, mais seulement 2 de ces éléments de confort. Et tous les autres sont les logements de catégorie 3. C'est-à-dire pas de fenêtre. Non, en fait, c'est un seul des équipements. En général, c'est plutôt un seul des équipements de confort. S'il n'y a pas de compteur spécifique, vous devez prendre en considération dans les avantages de la nature l'eau, le gaz, l'électricité. Bon, le gaz et l'électricité, après, ça dépend comment vous chauffez. Et en catégorie 1, si elle a un compteur, elle paye son électricité. Tout à fait. S'il y a un compteur, l'électricité est payée directement par le gardien. Pas de fenêtre, ça veut dire par exemple. Non, mais pas de fenêtre, je plaisante, personne n'a pas de fenêtre. On a un gardien qui voudrait agrandir ce logement Mais il est porté pas. Enfin, on a démarché un copropriétaire pour qu'il cède sa cave. Là, il n'y a pas de fenêtre. Mais il veut être en souplex. Il veut aller en souplex. Il veut l'agrandir en souplex. C'est pas fait. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça se fait pas. Hein. Il veut l'agrandir en souplex. Alors, le gardien a demandé. Si, il peut le faire, mais d'abord il faut des extracteurs d'air. Oui, c'est ça. Et alors après, vous faites ce que vous voulez dans la copropriété, hein. Mais vous avez l'obligation de fournir au gardien un logement salubre. Donc je ne sais pas quelle est la qualité de votre cave, mais si vous voulez, vous vous exposez quand même à des travaux considérables pour rendre salubre un logement qui ne l'est pas en l'état et pour lequel vous n'avez besoin de rien faire. Donc c'est bien de vouloir rendre service à son gardien, mais parfois il faut quand même anticiper sur le risque. Si vous rendez le logement insalubre, c'est un peu dommage. Pourquoi donner des choses quand c'est pas une obligation? Parfois, on a le droit d'être gentil et de bien s'entendre avec son gardien, prévoir des choses. Mais à la condition, effectivement, à la condition d'anticiper sur ce que ça implique. Et si le gardien s'installe de lui-même dans la cave en dessous, c'est son problème. Voilà, sauf qu'il n'a pas le droit de faire un trou pour aller en dessous depuis Non, c'est un petit peu différent. La cave est existante et il a fait une chambre dans la cave. Ah oui, quand même, c'est son affaire. Mais alors est-ce qu'on doit interdire ou est-ce que... C'est lui qui dort. C'est encore une fois, vous avez l'obligation de fournir un logement salubre à votre gardien. Donc là, il faudrait voir qui est le propriétaire de la cave, comment ça se passe. Ça fait partie de la la voir loge, sur le cas particulier, avec des photos si vous voulez, et puis on en discutera. Dites-moi, notre nouveau gardien, et le syndic pour l'instant n'a rien fait, et on lui demande et il ne fait rien. S'étant installé pendant l'été, il a pris la loge pendant l'été, a commencé à mettre de la moquette dans le jardin devant chez lui, installer un parasol, un projecteur, etc. En fait, prenant une petite partie du jardin de la copropriété, alors que les voisins n'ont... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on rouspète, mais... Le syndic ne fait rien? Et alors, à chaque fois, il dit je vais m'en occuper, mais comme le gardien les a fait rentrer dans une autre copropriété, le syndic, j'ai l'impression qu'il... Vous mettez en demeure le syndic de lui mettre en demeure de tout retirer. Mais c'est le syndic qui peut agir auprès du gardien et personne d'autre. Donc il faut mettre le syndic en demeure. Le conseil syndical, c'est le président du conseil qui est lui. Qui est-ce qui va... Il vaut mieux passer par le conseil syndical. Oui. Après, tout copropriétaire a qualité pour prendre la tâche avec le syndic. Hein. Donc voilà, mais bon, il est préférable, si vous voulez avoir des rapports, conserver des rapports sains avec votre syndic. Et puis avoir un discours cohérent et soudé dans la copropriété, passer par le conseil syndical. C'est l'organe normalement de communication privilégié. L'avantage en nature du logement de fonction s'ajoute au montant que vous avez donné ou oui. Ah non, ça s'ajoute. Enfin, ça s'ajoute. Vous le mettez dans le bulletin de paie, vous imputez des charges dessus. Donc pour le gardien,
Je veux dire, quand vous dites le maximum, tout à l'heure, j'avais noté 1892. Ah non, ça c'est pas le maximum. C'est le salaire minimum le plus élevé. C'est-à-dire que vous avez une classification, et donc pour la classification la plus élevée, le salaire minimum, c'est 1892. Attention, cette classification-là, elle est rarissime. Hein, parce que ça, c'est des chefs gardiens qui administrent des équipes de gardiens. S'il y a un logement de fonction, ça vient en plus de ça. Tout à fait. À peu près inclus dedans. Mais comment le valorise l'appartement de fonction, maître? Comment le valorise l'appartement de fonction? Vous avez un 100 mètres carrés comme alors, là, c'est un 15 mètres carrés. Vous avez dans la convention collective la valorisation du logement de fonction. Oui. C'est assez simple à comprendre. Tout à fait. D'accord. Bon, c'est bien parti alors. C'est dans vos annexes. Donc, mais ça va être normé. C'est dans la limite de 60 mètres carrés. J'étais sûre, c'était normé. Oui. 3 € pour les catégories 1 par mètre carré. Ah, 3 €. 2,37 € pour les catégories 2 et 1,75 € pour les catégories 3. Attention, c'est celle de 2012 et il faut l'indexer sur l'indice de révision des loyers depuis 2012. On n'a pas qui a été voté depuis, donc il faut l'indexer sur les IRL depuis. Mais on est dans ces eaux-là, hein, voilà. Donc on est, vous voyez, 60 mètres carrés, on est à 180 € maximum. Combien? 180 €. C'est encore mieux que la loi Allure. Un point qui est important, pour vous à savoir dans vos rapports, que ce soit avec vos avocats, vos syndics et vos experts comptables. Chacun doit faire son métier. Chacun doit faire son métier et ne demandez pas à un avocat, par exemple, de faire des bulletins de paie. C'est pas son job. Théoriquement, ne demandez pas à un expert comptable de faire un contrat de travail. Il y en a qui le font, mais c'est pas leur métier. Voilà. Moi, je ne fais pas les bulletins de paie. Donc il y a, par exemple, j'ai certaines carences dans les questions que vous pouvez me poser, pour certains points, qui ne relèvent pas de ma compétence, pas de ma compétence immédiate. Je peux trouver l'information. On ne vous en veut pas. Je peux trouver l'information si je la cherche, mais ce n'est pas mon job. C'est le job de l'expert comptable ou c'est le job du syndic. Une petite question sur la feuille de salaire des gardiens est inscrit la surface en mètres carrés du logement de fonction. Tout à fait, c'est obligatoire. Est-ce que c'est le logement de fonction qui impose la surface, ou est-ce que c'est la surface qui impose le logement de fonction? Je n'ai pas compris votre question. À partir du moment où on a des gardiens qui ont une surface stipulée sur leur salaire de 60 mètres carrés, est-ce qu'on doit, c'est le maximum, mais c'est finalement, est-ce que c'est la surface minimum qu'on leur doit? Ah bah oui. Si vous décomptez 60 mètres carrés d'avantage en nature, c'est que vous leur avez donné un logement de 60 mètres carrés ou plus. Et si je les ai plus? Eh ben, alors d'abord, ça veut dire que dans votre contrat de travail, le logement qui figure est faux. Donc vous avez fait une modification du contrat de travail. Non, il n'est pas faux. Sauf que pour faire simple, avec les lois de défiscalisation, on a des tas de copropriétés qui n'ont pas de logement de fonction. Le logement de fonction, c'est celui d'un copropriétaire. Donc, moralité, s'il le vend, le logement de fonction n'existe plus. Comme c'est des catégories B, on leur donne un logement de fonction, on va forcément trouver un parmi tous les lots qui est libre. Mais il peut ne plus être de 60 mètres carrés. Eh bien, s'il n'est plus de 60 mètres carrés, il faut faire une modification du contrat de travail. Et cette modification du contrat de travail, elle doit être acceptée par le gardien. Et si elle n'est pas acceptée, c'est une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur qui a les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les risques économiques dont on parlait tout à l'heure. C'est toujours à voir. Exactement. C'est surtout qu'il faut que la copropriété soit propriétaire du logement. J'ai tendance à penser que les gardiens, sans
sont la population de travailleurs la plus protégée en France. Oh non. Non, si, Pour le pouvoir licencier ces gens-là, quel gros Les fonctionnaires sont en parlant sans sortir les fonctionnaires. Les salariés, d'une manière générale, en France, sont extrêmement protégés s'ils connaissent le droit. Extrêmement protégés. Voilà, il y a une évolution culturelle récente qui fait que ils commencent à l'être un petit peu moins qu'avant, que l'employeur commence à récupérer son pouvoir de direction et de contrôle. Mais d'abord, ce n'est que très récent et ça n'est pour l'instant qu'à la marge. Et en plus, les employeurs, d'une manière générale, et là je ne parle pas que des copropriétés, mais d'une manière générale, ont tendance à se tirer eux-mêmes des balles dans le pied. Deux raisons principales à cela, enfin deux causes principales au handicap que se génèrent eux-mêmes les employeurs. La première, c'est le contrat de travail. La première cause, c'est le contrat de travail. Pourquoi? Parce que les employeurs, même les sociétés commerciales, font confiance dans la rédaction de leur contrat à des modèles qui sont des modèles exhaustifs. Or, un bon contrat de travail pour un employeur, c'est un contrat de 2 pages. Pourquoi? Parce que tout le reste, ça relève de son pouvoir de direction et de contrôle. Et que j'exagère parce qu'il y a certaines clauses qu'il faut mettre parfois pour certains salariés de haut niveau, la confidentialité, la clause de non-concurrence, etc. Ok, mais sinon, tout le reste relève de son pouvoir de direction et de contrôle. Et le fait de tout mettre dans le contrat, ça contractualise des éléments qui n'ont pas à l'être, et ça oblige l'employeur, lorsqu'il veut les modifier, alors qu'à la base, ça relevait de son pouvoir de direction et de contrôle, ça oblige l'employeur à solliciter l'accord express du salarié, alors qu'il n'aurait pas à le faire si on était juste dans la lecture du Code du travail. Ça, c'est la première cause et la cause principale du handicap que se créent eux-mêmes les employeurs. L'autre cause principale, mais elle va à peu près, elle est dans la droite ligne de celle-là, hein, c'est l'écrit. L'écrit pour tout, surtout, la culture de l'écrit et puis la progression très considérable de l'email avec une maîtrise quasi nulle de ce qu'on y met. Et on écrit comme on parle, et dans certains milieux, comme à la base on ne parle pas très bien, on écrit borderline des dispositions du Code du travail sur la façon dont on doit se comporter avec ses salariés. Voilà. Et voilà les deux, aujourd'hui, grandes causes de handicap des employeurs. Et puis, toute la dernière, mais là je vais prêcher pour ma paroisse, c'est que quasiment tous les employeurs aujourd'hui ont un expert comptable, et qu'en revanche, quand il s'agit de gérer leur relation avec leurs salariés, malheureusement, ils ne prennent pas un avocat. Ils ne prennent pas Un avocat. Dernière disposition que je voulais voir avec vous avant d'aborder, mais on les a un peu abordées, les questions de suppression de poste, c'était les congés payés et la maladie. Si j'ai encore un petit peu de temps, oui. Vous avez, pour ce qui concerne les congés payés, l'article 26 du Code du travail, et puis pour ce qui concerne la maladie, l'article 28 du Code, pas du Code du travail, de la convention collective, pardon. Et vous verrez que dans votre convention collective, vous avez des dispositions très spécifiques pour ce qui concerne le remplacement du gardien pendant sa maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a la loge. Et que donc lorsque la loge n'est pas dissociable de l'appartement, du logement, soit on doit avoir un accord entre l'employeur et le gardien pour le recours au remplaçant, soit on se débrouille avec un prestataire extérieur qui n'aura pas de loge. Donc concrètement, soit je suis d'accord avec mon gardien
pour que le salarié qui va le remplacer, enfin le personnel qui va le remplacer, ait accès à sa loge, ou bien, d'ailleurs, la première des choses que je fais, c'est prévu dans la convention, c'est que je demande au gardien s'il a quelqu'un à me proposer pour procéder à son remplacement. Soit donc je me mets d'accord avec lui sur ce point-là, et j'ai donc un salarié remplaçant embauché en catégorie B dans les conditions exactement identiques à celles du gardien, et puis voilà, c'est un copier-coller, avec juste un CDD de remplacement et exactement les mêmes dispositions contractuelles pour ce qui concerne le reste. Soit j'ai pas d'accord et je peux pas embaucher en catégorie B. L'intérêt d'avoir une loge différente du logement. Intérêt et inconvénient. Intérêt. La dissociabilité. Voilà. Et s'il n'y a qu'un gardien et qu'ils ne sont pas en couple. Effectivement, avoir la loge. Alors, effectivement, comme vous avez dit, pas forcément la loge à un autre endroit, mais au moins la loge accessible différemment et isolable. C'est-à-dire qu'il faut que la porte entre la loge et le logement puisse être fermée à clé depuis l'intérieur du logement, et que vraiment l'idéal est que le résident du logement puisse y accéder par un autre passage que la loge. Et quid dans le cadre de nos gardiens là, indissociables mariés, et quand il y en a un qui est malade, alors la plupart du temps, c'est l'autre qui le remplace. Ben, il ne pourra pas parce qu'il va excéder là toutes les normes. Oui, mais alors vous savez qu'on avait des dispositions autrefois qui ont été supprimées dans le cadre de la modernisation des dispositions sur les gardiens d'immeubles. Et ces dispositions autrefois, elles prévoyaient que le gardien d'immeuble, même pendant ses vacances, il devait proposer un remplaçant, c'est plus le cas aujourd'hui, il devait proposer un remplaçant, et qu'il avait le droit de se proposer lui-même, et de ne pas partir en vacances. Ah bon? Et c'était majoré, boosté, machin, c'était formidable. Après, effectivement, vous pouvez avoir, pour le remplacement, vous allez éviter effectivement de dépasser les 12 500 UV pour la remplaçante ou le remplaçant quand on est en concours. Mais ça va vous permettre malgré tout, si jamais ils ne sont pas tous les deux à 12 500, c'est rare quand même, là. Les deux gardiens à 12 500, c'est assez rare. Mais s'ils ne sont pas tous les deux à 12 500, ça va vous permettre d'attribuer au conjoint remplaçant les UV indissociables. Et puis le reste à un prestataire tiers. Si vous voulez, vous n'avez pas besoin que ce soit le conjoint remplaçant qui fasse la sortie des poubelles. Donc, à la limite, vous lui retirez pendant la durée de l'absence de l'autre un certain nombre de ses missions. Vous les remplacez par des missions un peu boostées, et puis vous faites un aménagement pendant la durée du remplacement. Et ça vous permet d'être dans les clous, de ne pas trop dépasser la durée légale du temps de travail, et d'avoir... mais, encore une fois, là, ça veut dire que vous mettez en œuvre, c'est pour ça qu'il faut toujours consulter avant de faire ça, parce que là, ça veut dire que vous mettez en œuvre des solutions de remplacement pérennes. Le salarié qui est malade, le conjoint, celui des deux, qui est malade, mais qui va finalement, et donc ça va vous coûter cher quand même son remplacement, parce que vous allez devoir pendant un certain temps garantir le complément de salaire, pour peu qu'il ait une grosse ancienneté, c'est même un temps certain. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'à 170 jours, c'est quand même pas mal. 190. 190. Même... Ensuite, vous avez la société tierce à payer, etc. etc. Si vous mettez en place, pendant la période de maladie, des solutions palliatives pérennes, vous n'avez plus de raison de le licencier, celui qui est malade. Sa maladie ne désorganise pas votre service. Le seul motif de licenciement d'un salarié malade pour cause de sa maladie, si on peut dire, c'est pas sa maladie, c'est son absence prolongée qui désorganise tellement votre service que vous êtes obligé de procéder à son remplacement définitif. Si vous avez organisé des solutions palliatives pérennes, vous n'avez plus de désorganisation de service, donc vous ne pouvez plus le licencier. Donc, il faut bien, avant de mettre en place... J'ai ce cas exactement en ce moment avec une copropriété. Ça fait 3 ans que l'un des deux conjoints est malade. Il est encore malade il va encore être malade pendant des années. Il n'est pas consolidé, il n'est pas classé en catégorie invalidité catégorie 2, donc il n'est pas sortable.
et il ne risque pas de l'être parce qu'en plus c'est quelque chose d'assez cyclique comme maladie, donc ça va être extrêmement compliqué. Impossible de le sortir parce qu'ils sont venus me consulter il y a 6 mois, mais ça faisait déjà 2 ans et demi qu'ils tournaient sans lui. Voilà, rien que le temps et la vie de la copropriété pendant 2 ans et demi suffit à prouver, et d'une, de toute façon j'ai plus aucun intérêt à le sortir, parce que ça me suffit à prouver, et d'une, que sa maladie n'a pas désorganisé mon service, et de deux, que les contrats n'étaient pas indissociables, puisque l'épouse a pu continuer, elle, à avoir ses missions, et avec une société. Donc j'ai tout cassé là. Enfin, c'est pas moi en l'occurrence, hein, mais moi je me retrouve, on vient me voir au bout de 2 ans et demi en me disant qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser d'eux. Bah vous pouvez pas. Vous avez mis tout en œuvre pour ne surtout pas vous en débarrasser. Donc, à partir de là... Mais il faut attendre, c'est quoi le juste milieu pour réagir? Parce que si on fait trop rapidement, on va dire... Il y a un salarié qui est malade, vous consultez. Systématiquement. Avant de mettre en œuvre la moindre solution palliative, on consulte. On consulte son syndic, on consulte éventuellement un conseil, un avocat spécialisé dans la matière, si on n'a pas l'intégralité des réponses du syndic, ou si le syndic ne vous présente pas son conseil habituel. Moi, la plupart des copropriétés que je conseille, je suis le conseil du syndic. Et je fais des réunions avec le syndic et le conseil syndical. Et on voit les choses tous ensemble, en bonne intelligence. Et ça marche très bien. Avec des syndics qui travaillent avec nous très bien. Donc parfois, j'entends dire qu'il y a des syndics qui ne font pas ce job-là. Ah ben ouais. Moi, je ne le vis pas comme ça dans mes rapports avec les syndics avec lesquels je travaille habituellement. Moi, je sais qu'il y a un syndic qui a demandé à ce que le conseil syndical signe les congés payés pour la gardienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on peut le comprendre. C'est pas, normalement, il n'a pas à le signer, mais c'est pas au conseil syndical de signer les congés payés. Mais en revanche, il écrit, il demande mandat au conseil syndical pour valider les dates de congés payés. C'est pareil, on est sur un ping-pong entre le syndic et le conseil syndical, mais c'est entre eux. C'est-à-dire qu'il ne doit pas signer les congés payés de la gardienne. En revanche, il doit dire au syndic, ok, je suis d'accord avec les congés payés que vous me proposez. Ça doit être affiché le 1er avril, les congés. Le 1er avril, pas nécessairement. Ça doit être affiché, c'est préférable. J'ai vu ça dans la charte. Le 1er avril, et chez nous, on ne les affiche pas, donc on ne sait pas. On lui donne des congés, ça fait beaucoup plus des 30 jours. Les congés, l'avenant 84, on lui donne des récup. Le conseil syndical, normalement, a l'ensemble de ces informations et il a accès à tous les bulletins de paie. Il a accès à tous les bulletins de paie sur lesquels figurent les congés payés, normalement, et les décomptes. Puisque normalement, sur les bulletins de paie, on doit faire figurer les décomptes des congés payés. Ils ont droit à combien de jours, donc, par exemple, la fin d'ancienneté? Alors, il y a des jours d'ancienneté complémentaires. Les jours de congé classiques sont 25 jours par an. Enfin, 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables. Et après 25 ans, c'est 4 jours supplémentaires. Ouvrables. Donc là, après 25 ans, c'est 4 jours supplémentaires. Après 10 ans, il y a 1 jour de plus. 15 ans, il y a 2 jours de plus. 20 ans, il y a 3 jours de plus. 25 ans, il y a 4 jours de plus. Et effectivement, vous fonctionnez en jours ouvrables. Vous êtes à 30 jours, donc maximum 34 jours de congé dans l'année. Après 25 ans. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur le départ à la retraite? C'est-à-dire avant de finir. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel âge? Est-ce qu'ils suivent le droit commun, c'est-à-dire qu'ils ont il faut qu'ils aient le nombre de trimestres requis, oui, comme tout le monde. Voilà. Et comme tous les salariés, c'est eux qui décident du moment où ils partent, n'est-ce pas? Jusqu'à 70 ans. Oui, donc ça nous laisse une marge, oui. Donc c'est quoi leur... Alors, ils ont quel délai de prévenance pour le coup à donner? Il me semble que c'est 3 mois. C'est 3 mois. Oui. Je vais vous dire ça. Et quand ils sont tous les deux? C'est pareil. Mais c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir en général tous les deux. Enfin, au regard de leur régime de retraite, souvent ça ne coïncide pas leur... En fait, la plupart du temps, c'est quand même ils attendent d'avoir tous les deux le droit pour partir en même temps. Le problème du relogement aussi. Puisque le salarié a la main, oui.
Entre, c'est aujourd'hui, et pour ce type de population, on est entre 62 ans, en général, à peu près, c'est l'âge de départ en retraite pour aujourd'hui. Sauf à ce qu'ils aient une carrière longue et qu'ils aient commencé très jeunes. Donc, le relogement, s'il vous plaît. Attendez, je finis juste de répondre à cette question. Donc, entre 62 ans et 70 ans, ils ont la main. Les couples qui ont plus de 8 ans d'écart, ça existe, mais quand même, majoritairement, ils n'ont pas plus de 8 ans d'écart. Majoritairement, en fait, ils attendent que le deuxième ait acquis ses droits à retraite à taux plein et ils partent. Et ils doivent le dire 3 mois au moins avant le... Je vais vous dire ça. S'il vous plaît. Moi, je pense au relogement. Je pense qu'on ne peut pas mettre les gens dehors sans le reloger. Non, ils ont l'obligation de quitter le logement. Ils ont 3 mois pour quitter le logement. Et s'ils n'ont pas de lieu où aller? Pardon? S'ils n'ont pas d'endroit où aller. Après, vous êtes sur la législation de l'occupance en droit du titre, avec la problématique de je saisis le tribunal d'instance qui va me donner ce qu'on disait tout à l'heure, qui va me donner l'autorisation d'avoir le recours à la force publique pour les sortir, etc. etc. Là, on n'est plus dans le domaine de l'avocat en droit social, on est dans le domaine de l'avocat en matière principalement de baux locatifs, enfin de baux d'habitation habituellement, mais qui finissent bien souvent comme ça, enfin, malheureusement. Et à Paris, ça aussi. Pour se reloger à Paris pour eux? Reloger à Paris, s'ils partent à la retraite, leur perspective de retraite dans le logement de fonction est impossible aussi. Si vous voulez. Donc, il faut trouver une solution. Donc, en fait, le délai de prévenance, c'est le même que le délai de préavis. J'imagine qu'on doit être sur l'interprétation de la démission. Donc, en catégorie B, c'est 1 mois. Pour faire leur dossier, il leur faut au moins 4 mois. C'est ça, il leur faut, eux, pour faire leur dossier, il leur faut, 3 mois. Et qui préviennent l'organisme 3 mois à l'avance. Qu'est-ce que préviendra l'employeur? Mais c'est en matière de démission, effectivement, vous voyez, j'avais pas vu, mais voilà, donc si on est en catégorie B, c'est 1 mois. Si on est en catégorie A, à 235 de coefficient hiérarchique, c'est 8 jours, et à 255, c'est 1 mois. Donc, 8 jours dans quel cas? Quand on est en employé catégorie A, un coefficient inférieur à 235. Donc là, c'est vraiment... c'est le nettoyeur de vitres. Et encore, non, puisque... Enfin, nettoyeur de vitres à hauteur d'homme. Et vous dites qu'ils ont quand même un certain délai pour partir après... Oui, pour quitter le logement, de mémoire, c'est 3 mois. La convention collective le prévoit, mais après, c'est la convention collective qui prévoit ça, mais après, vous êtes sur du contentieux, donc de toute façon, le contentieux, la problématique... voilà. Alors, je reprends, 70 ans, il reste 70 ans, on leur dit vous pouvez partir parce que vous avez le droit de travailler, et ils restent dans le logement parce qu'ils n'ont pas autre chose. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ils sont occupants sans droit ni titre. Alors, et donc là, vous saisissez un avocat pas spécialiste en droit social comme moi, qui va s'occuper de cette procédure. C'est une procédure devant le tribunal d'instance pour faire constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre et obtenir le droit d'avoir recours à la force publique pour les sortir du logement. Ça va durer longtemps, oui. 2 ans, 3 ans. Ça va durer longtemps. Pour l'instant, en l'état actuel de ce qu'a voulu notre législateur. Je ne suis pas sûr que ça reste beaucoup comme ça. Pardon, monsieur, je suis à vous après. Ouais. Lors des discussions de la convention collective, il y avait une évolution éventuellement du métier de gardien en tant que pouvant s'occuper de personnes âgées à domicile ou éventuellement de personnes handicapées dans l'immeuble, etc., mais sans UV, etc. Est-ce que ça a évolué, cette possibilité-là, ou en fait les emplois à domicile viennent dire non, et surtout pas que le gardien s'occupe de ça? En fait, c'est possible, mais ça dépend du taux d'emploi du gardien. Oui, il faut qu'il soit dessus. S'il est en temps plein, 12 000 UV avec une présence vigilante permanente, il ne peut pas. En revanche, s'il n'est pas en présence vigilante permanente, donc il est à moins de 9 000 et qu'il n'est pas en présence vigilante permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loge, par exemple, avec des horaires de temps complet sur la loge, pourquoi pas? Mais ça ne dépendra pas, ces missions-là, de la copropriété. Ce sera, lui, un emploi complémentaire à temps partiel qu'il aura directement avec les personnes qui sont dans leur logement. Ça n'a rien à voir avec la copro. Et ce n'est pas la copro
qui assumera la mission du gardien pour la personne âgée du Xème étage. Il n'y a aucune raison. Madame. Oui. Il me semble que oui. Je vérifie tout de suite. Oui, tout à fait. Pas de distinction. Est-ce que c'est exact que les remplaçants n'auraient plus droit à l'indemnité des 50%? C'est ceux qui sont normalement dans leur... De 50% de quoi? On rajoutait... La majoration. Oui. Ah oui, puisqu'il est remplaçant. On faisait la majoration parce que c'était considéré comme du temps supplémentaire. Là, il n'y a aucune raison d'avoir une majoration, il le remplace à salaire équivalent. Et ça, c'est nouveau depuis combien de temps? Non, c'est pas nouveau, c'est qu'avant, il se remplaçait lui-même. Je sais pas, parce que nous, on a toujours payé les remplacements du mois, les personnes qui venaient remplacer la gardienne, avec 50% de plus. Mais qui remplace la gardienne? C'est un autre gardien. C'est un autre gardien qui est déjà dans la copropriété. Quelqu'un d'extérieur? Il faudrait que je voie le dossier, hein, mais faudrait que je voie le dossier pour le comprendre. Savoir par qui il est embauché à la base et combien il a marqué. Non, non, mais c'est quelqu'un qui se connaisse. Oui, mais il faudrait que je vérifie sur ce qui a marqué sur les bulletins de paye, exactement. Si vous voulez, venez mardi prochain avec un bulletin de paye ou deux et je regarderai, je vous dirai ce que j'en pense. Monsieur? Une copropriété qui rentre dans une période de difficulté se rend compte que son employé qui faisait des prestations de type sortie des ordures ménagères, un petit peu de ménage, a bénéficié d'un contrat très très confortable, disons, depuis un certain nombre d'années, cherche une société extérieure et se rend compte qu'une société extérieure peut lui proposer les mêmes prestations à un coût qui est la moitié de celui de l'employé. Ah oui, oui, c'est juste. Étant entendu que cet employé représente à peu près 40-50% de l'ensemble des charges de la copropriété. Cet employé, à ce titre-là, peut-il être licencié? Ben non, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un licenciement d'économie, ça. Donc non. Même quand sa charge représente 50% des charges de la copropriété. Aucune raison. Non, je croyais justement qu'il y avait un seuil. Ah non, bon, j'ai pas connaissance en tout cas. Alors peut-être qu'il y a des choses, comme je vous l'ai dit, hein, il y a toujours des éléments dont on n'a pas connaissance, mais moi j'ai jamais vu ça. Mais monsieur, j'ai dû arriver un peu trop tard, je n'ai pas saisi ce qu'étaient les UV. Enfin, j'imagine bien ce que c'est. Mais est-ce que vous avez... Ce sont les unités de valeur. Vous avez les gardiens qui sont classés en catégorie B. Oui, ça j'ai compris. Est-ce qu'il y a des explications sur ces détails des UV? Vous avez une échelle par chaque tâche. En fait, c'est rien. En fait, l'équivalent d'un temps plein, l'équivalent d'un temps plein, l'équivalent d'un temps plein en 35 heures, c'est 10 000 UV. Ok? Chaque tâche, il y a une nomenclature qui est prévue par la convention collective à l'annexe 1. Chaque tâche représente un certain nombre d'UV. C'est tout. Donc elles sont cotées, si vous voulez, dans la nomenclature. Je vous donne un exemple. Vitre une fois par mois, 12 unités de valeur. Et puis à la fin de ma nomenclature dans mon contrat de travail, je fais le total, je regarde combien j'ai d'UV, et je regarde quel est le taux d'emploi de mon salarié. Et je le rémunère au prorata des UV par rapport à 10 000. Sachant que je peux en fait aller jusqu'à 12 000, les deux derniers milliers d'UV étant majorés de 25%, donc ça m'amène à 12 500 maximum. Quels sont à peu près les motifs pour licencier? Oh là, alors on va refaire une autre conférence, mais celle-là, elle va durer 2 jours. En gros, des fautes importantes. Alors vous avez, d'abord, ce n'est pas les fautes. Vous avez 4 motifs principaux de licenciement. Il y a l'absence prolongée due à la maladie qui désorganise le service. Il y a le motif économique. Mais pas pour vous, hein, pas pour les copropriétés. Licenciement pour motif économique, les difficultés économiques mais pas pour les copropriétés. Ça, et après, il y a le groupe des licenciements disciplinaires.
pour motif, enfin, les licenciements pour motif personnel. Et dans les licenciements pour motif personnel, il y en a deux types. Il y a le licenciement pour insuffisance professionnelle. Vous ne faites pas bien votre travail, c'est pas fautif ça, c'est pas disciplinaire. Et il y a le groupe des licenciements disciplinaires. Donc licenciement pour faute simple, licenciement pour faute grave, licenciement pour faute lourde. La faute simple, c'est une faute de l'employé dans l'exercice de ses fonctions, mais une faute classique. La faute grave, c'est une faute qui est d'une telle gravité, la définition c'est la faute d'une telle gravité qu'elle empêche le maintien du salarié dans ses fonctions, le maintien même temporaire du salarié dans ses fonctions, c'est-à-dire que c'est tellement grave que je ne peux même pas lui faire son préavis, il faut qu'il dégage tout de suite. Et la faute lourde, c'est la même que la faute grave, sauf qu'en plus, il y a l'intention de nuire à l'employeur. Et le refus d'un remaniement de contrat, une réorganisation, ça peut... Alors, ça, c'est deux choses distinctes. Le refus d'une modification de contrat, si c'est motivé par une réorganisation, eh bien le salarié, lui, il a le droit de refuser sa modification de contrat. Donc l'employeur devra le licencier pour motif économique et justifier sa réorganisation par un motif économique. On peut licencier, on paye, mais on peut licencier. Tout à fait. Il faut motiver. De toute façon, on peut toujours licencier si on paye. Hein. Si vous avez 100 000 € en moyenne à donner à l'ensemble des salariés français, vous pouvez licencier tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais à la fois qu'il faut que ce soit le syndic qui le dise et qui l'établisse, puisque nous ne pouvons pas dire grand-chose. C'est le syndic, effectivement, c'est le syndic qui dispose du pouvoir disciplinaire. Donc vous pouvez adresser des courriers au syndic et, pour relever les irrégularités que vous avez vues. Moi, j'ai licencié un certain nombre de gardiens pour l'insuffisance professionnelle sur notamment des missions de nettoyage. J'ai gagné beaucoup de procédures contentieuses prud'homales et cours d'appel sur ces sujets-là. Ce que je fais en général quand le nettoyage n'est pas fait, c'est que je fais venir les huissiers. Les huissiers, Je fais venir les huissiers. Je fais constater l'état des parties communes. Puis je le fais 3 fois. Mais ça me coûte 200 €. 200 €. Ça me coûte 200 € à chaque venue de huissier, 300 €. Mais au moins, c'est fait. Ça m'a coûté 1000 € pour avoir 3 constats d'huissier. Mais au moins, j'arrive à ma procédure prud'homale et puis je suis assez tranquille. Parce qu'on a un souci, on a du personnel d'entretien, il y a 180 appartements. Mais par exemple, il y a un jardin, on lui demande, de vous demandions de ramasser les papiers entre le passage des entreprises de jardinage, il n'y a absolument rien à faire, on a l'impression qu'il est déshonoré de ramasser un papier. Alors, le syndic ne dit rien, et je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Il est rentré en fonction il n'y a pas longtemps, c'est lui qui a installé son parasol, etc. Il faut écrire au syndic. La première des choses à faire, c'est d'écrire au syndic. Alors demandez au conseil syndical d'abord d'écrire au syndic, et puis vous-même d'adresser au conseil syndical un courrier. Monsieur le conseil syndical, mais même, vous adressez quand même au conseil syndical, vous avez Boyette, c'est pas grave, un courrier où vous relevez les irrégularités, etc., que vous avez pu constater, et puis par la suite, éventuellement, vous faites suivre au syndic. Et puis vous pouvez même vous adresser directement au syndic si vous le souhaitez. Et passer plutôt par le président du conseil syndical. Mais il y aura un écrit qui viendra d'autres personnes que le président du conseil syndical. Puis si vous pouvez avoir d'autres copropriétaires qui ne sont pas au conseil syndical, qui peuvent également adresser des courriers, soit directement au syndic, soit au conseil syndical, c'est pas mal. Les emails n'ont pas de valeur. Si, bien sûr que si. Un email suffit. Oui. Les photos, ça a une valeur, mais si vous voulez les photos, si elles sont prises par un huissier, elles ont une valeur. Moi, si je veux montrer qu'il y a des papiers partout dans le jardin, j'ai pas trop de difficulté à prendre ma corbeille à papier, à la vider, et vous voyez, donc voilà, c'est... Les constats d'huissier, il en faut combien à peu près pour embêter le gardien? Ça dépend comment vous fonctionnez, c'est-à-dire que quand vous avez un syndic qui est un peu gros et qui a des contrôleurs qui tournent, ce qui est assez fréquent, et ben en fait on fait tourner déjà le contrôleur 2-3 fois, on adresse un courrier avec un compte-rendu, des photos, etc. qu'on adresse au gardien. Et puis si ça continue à pas bien se passer, là on fait venir les huissiers. En fait ils vont faire que constater que la situation qu'on a déjà constatée préalablement par écrit avec des photos déjà préalablement avec notre contrôleur n'est que pérenne. Et donc du coup on va les faire venir une fois, juste pour convertir ce qu'on a déjà constaté par nos contrôleurs.
Si on n'a pas de contrôleurs, il faut les faire venir plusieurs fois. Contrôleurs qui sont attachés au syndic, c'est ça? Tout à fait. Personnel du syndic. Dans le registre du logement de fonction et de la loge de gardien, j'ai pas senti beaucoup la différence. Le logement de fonction, c'est l'appartement de monsieur tout le monde. En fait, si je vous dis le logement de fonction, c'est pour que vous fassiez la distinction. Les deux s'appellent la loge, c'est pour ça que vous n'avez pas de différence. En fait, le logement, c'est la partie privative, c'est la partie où ils se logent. Bien souvent, ils mettent bien souvent la pièce de vie de la partie privative est attenante à la loge bureau. Et du coup, ils font un double séjour en mettant leur salon dans leur bureau. Voilà, c'est assez fréquent, hein, on le voit. Voilà. Dans le cas où il n'y a pas de loge, proprement dite, ouais. Le gardien lui signifie, de toute façon c'est un logement de fonction, il n'a pas à recevoir quelque personne que ce soit, sauf dans le cadre privatif, chez lui. Dans le cadre de son travail, il n'a pas à recevoir quelqu'un dans son logement. Non, on doit pouvoir venir frapper à sa porte. Il n'est pas obligé de faire rentrer les gens. Voilà. Donc s'il n'y a pas de loge de fonction, s'il n'y a pas de loge à proprement parler dans une résidence, qu'il n'y a pas de bureau, ouais. Il se fait comment? Il a un logement à la porte duquel on peut venir frapper quand même. Oui, bien sûr. Et un numéro de téléphone portable payé par la copropriété qu'on peut joindre. Ça dépend de ses missions. Il fait comme on propose. Voilà, ça va dépendre ça dépend des missions qu'on lui confie. Si on lui confie la distribution du courrier, etc., voilà. Et s'il n'y a pas de loge, s'il n'y a pas de logement, vous voulez dire clairement? S'il y a le courrier, vous obligé de le loge. Non, pas nécessairement. Le facteur vient poser le courrier. S'il n'y a qu'une seule grosse boîte aux lettres ou... Non, c'est un paquet jaune. Le postier arrive avec son sac jaune. Ben, à ce moment-là, il prévient le gardien tout de suite. Donc le gardien collecte le courrier tout de suite. Oui. Donc ça, il peut le collecter. Après, il le met dans les boîtes aux lettres. Voilà. Il est obligé il doit le distribuer tout de suite. La loge, elle est déterminée en fait par les fonctions du gardien. Parce qu'il y a des gardiens qui ne font pas de distribution de courrier, qui ne font pas... L'organisation de la loge à l'intérieur, oui, mais on doit le loger. Donc après, une loge à espace d'accueil des gens, c'est pas nécessaire, c'est pas prévu de manière obligatoire. Mais oui, on lui doit un logement de fonction. Ça, c'est voilà. Un logement. Quoi. Après, le souci, c'est quand... La loge n'est pas obligée d'être au rez-de-chaussée en définitive. Non, tout à fait. Il faut que le gardien puisse être joignable et visible dans un délai raisonnable. Voilà. Mais maintenant, si vous voulez... il y a une problématique temporelle pour comprendre tout ça. C'est qu'au départ, c'était pas possible que la loge soit au dernier étage. D'abord, il n'y avait pas d'ascenseur, il y a eu peu de moyens de joindre quelqu'un. Aujourd'hui, il y a un téléphone portable, il y a les carillons, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les surveillances. Voilà, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de postes de gardiens qui sont supprimés. Parce qu'on dit, bah, moi j'ai plus de problématique de sécurité, j'ai plus de tout ça, donc j'ai plus de problématique de distribution de courrier. Voilà, donc on supprime les postes de gardiens, on fait appel à une société tierce pour nettoyer les parties communes, et basta, et ça coûte moins cher que d'avoir un gardien à plein temps en plus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, et n'hésitez pas à venir me voir le mardi, sur rendez-vous en revanche, si vous avez besoin de consultation.